C'est la 3e fois cette semaine que vous leur faites des pâtes. Et ça commence à faire beaucoup de pâtes. Ne devenez pas un papate. Kitoc, c'est 16 nouvelles recettes chaque semaine. Tous les ingrédients frais et les fiches recettes livrées chez vous. Kitoc, le panier à cuisiner. Livré chez vous partout en France. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On va vous aider à comprendre ce dont on parle quand on entend dans les news, dans les infos, le sujet qui va faire l'actualité de ces prochaines semaines, le test et surtout le trace, le test and trace et le trace en particulier avec des apps de suivi, comment ça marche, comment ça ne marche pas, quels sont les aspects techniques, est-ce que ça respecte la vie privée, etc., etc. On va détailler tout ça. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir, et on va parler d'autres choses, tech bien sûr, évidemment après, on va parler de choses un petit peu plus légères, mais pour tout comprendre, c'est cette émission qu'il faut écouter, et donc, je suis Patrick Béja, et j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme fringant qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, replonge dans le podcasting, Cédric Ingrand, jeune podcaster, c'est ça ? Exactement, je débute, voilà, soyez gentils avec moi. Oui, on a relancé un podcast. J'ai eu la faiblesse d'esprit, vu le confinement, tout ça, de dire ça vaudrait le coup peut-être d'en faire un podcast quotidien. Je veux dire, dans la série, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je suis pas du tout le seul à l'avoir eu. Je crois que j'en avais même entendu un ailleurs sur un média français, mais il y a plein de podcasts spécial Covid. Allez sur Apple Podcasts, vous allez voir. Mais voilà, l'idée c'est de faire de l'info sur un rythme différent. Et là où le faible d'esprit qui sommeille en moi s'est réveillé, c'est quand il a dit je vais le faire et j'en ferai un tous les jours. Oui, je sais pourquoi tu ris, parce que toi tu sais, oui, ça représente un boulot de chien. Donc voilà, c'est passionnant, c'est génial, c'est 100% télétravail compatible, ça c'est la bonne nouvelle, mais c'est un boulot de fou. Ça s'appelle On déconfine l'info. Vous pouvez chercher ça ou vous cherchez Cédric Ingrand sur iTunes et ailleurs, et sur toutes les plateformes, ou presque toutes, Spotify, Deezer et Apple en tout cas. Voilà, c'est chouette, mais quel boulot de fou. Ah oui, c'est voilà. Sûr. Bon, on a également le plaisir de recevoir en direct depuis Taïwan, Jia To, qui se joint à nous. Bonjour Jia, comment ça va ? Bonjour Patrick, bonjour Cédric. Merci beaucoup de rejoindre l'émission. Donc, comme je le disais, toi tu es à Taïwan, journaliste tech, photo, gaming, et t'es de là-bas. Donc, si on a des problèmes de son, on s'en excuse par avance, mais on va chercher l'info où elle est. Ouais, je suis bien à Taipei et je rigolais par rapport à ce que disait Cédric parce que je suis un peu dans le même cas aussi. C'est que j'ai eu, on n'est pas en confinement à Taïwan, mais l'activité est aussi ralentie. Donc du coup, j'ai lancé ma chaîne YouTube, un truc que je voulais faire depuis super longtemps. Et donc du coup, je parle de tech et d'autres choses comme ça aussi. C'est d'ailleurs par cette chaîne que je t'ai découvert, Jia Phototech, auquel tu as ajouté jeux vidéo depuis quelques jours, avec un détail absolument formidable des caractéristiques des prochaines consoles, des prochaines générations de consoles, la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Tu es rentré dans les explications de toutes les caractéristiques techniques, et je crois que c'est le meilleur rapport que j'ai vu sur le sujet, tous médias, toutes langues confondues. Donc si ça vous intéresse, Jia Phototech sur YouTube, c'était formidable. Oh merci. C'est sincère. Oui, ça valait quand même la peine parce que c'est des trucs c'est des consoles que beaucoup de gens attendent, et puis il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver, et ça valait la peine d'entrer dans le détail et puis d'expliquer un petit peu mieux, un peu plus simplement ce qu'on va avoir là très bientôt là. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de trucs compliqués, et tu les expliques très très bien. Donc un grand merci d'avoir accepté d'être là avec nous. On va parler donc de Test and Trace, mais avant ça, je voudrais comme toujours remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon, et au premier d'entre eux aujourd'hui, Amael, Harvey, Bongvik B, Miraman Cyril, Erwan Meduc, Thomas, Kamioku, Alexis Blanc, Rive Beach et
Nicolas vit. Merci à vous tous et à tous ceux qui font le choix de soutenir l'émission. Je voyais il y a quelques heures à peine des rapports nombreux sur des gens qui ont des chaînes YouTube et d'autres types de médias qui font du streaming, qui ont des problèmes parce que la pub est en chute libre, parce que les annonceurs ne font pas trop de pub. Et je remercie chaque jour ceux qui choisissent malgré tout de soutenir l'émission et qui continuent à devenir patriotes sur l'émission, parce que c'est un moyen de soutien qui fonctionne toujours. Donc un grand merci à vous tous qui choisissez de le faire, ça m'aide évidemment énormément. Mais donc, merci à vous, merci aux patriotes, et un grand merci aussi à la tech, parce que la tech va tous nous sauver, c'est ça. Avant de partir sur le test and trace qui nous concerne ici en Europe et peut-être aux États-Unis, dans les pays occidentaux, on va dire, peut-être un tout petit détour, puisqu'on a la chance d'avoir Jia qui est à Taïwan. Comment ça se passe à Taïwan ? Vous avez été parmi les premiers touchés par les mesures drastiques, vous avez mieux géré que les pays occidentaux. Moi, je dis souvent, c'est sans doute parce que la crise du SRAS avait été plus forte en Asie, et donc c'était une sorte de première leçon dont les enseignements ont été retenus. Mais comment ça se passe chez vous ? Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes ce que je dis là ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que les mêmes questions se posent ? Comment ça se passe à Taïwan ? À Taïwan, c'est assez particulier parce que nous, on n'est pas en confinement strict comme dans d'autres pays, mais c'est une crise en fait qui est présente depuis super longtemps. Donc là, depuis fin décembre, début janvier, et on a la chance en fait d'avoir un gouvernement qui a été très réactif. Et la raison pour ça, c'est plusieurs éléments. D'abord, le Premier ministre à l'heure actuelle était l'ancien ministre de la Santé au moment du SRAS. Donc, quand il a vu les trucs arriver à Wuhan, il s'est dit « Oh purée, oh purée, il y a un truc ». Et donc, comme après le SRAS, comme tu dis tout à l'heure, il y a eu en fait plusieurs instances gouvernementales, plusieurs cellules de crise qui sont faites pour être activées rapidement. Et du fait aussi que Taïwan est mis à l'écart de l'OMS et puis de plusieurs instances internationales comme ça, c'était un peu, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Et donc du coup, par rapport au discours que la Chine donnait, les Taïwanais en fait ont beaucoup l'habitude de décoder, de se méfier de ce que dit la Chine, on va dire. C'est dans l'ADN, ouais. Et donc en fait, ils ont pris des infos, mais ils les ont pas pris comme ça en les croyant sans questionner. Ouais, voilà. Et donc du coup, très très tôt, ils ont mis des dispositifs en place. Ils ont contrôlé les gens qui arrivaient de Wuhan. Puis ensuite, petit à petit, de tous les pays qui sont plus ou moins touchés. Là, à l'heure actuelle, les frontières sont fermées. Quand il n'y a plus que les Taïwanais ou ceux qui travaillent en fait à Taïwan qui peuvent rentrer. Les autres ne peuvent plus venir faire du tourisme ou quoi que ce soit. Et tous ceux qui reviennent sont en quarantaine pendant 2 semaines avant de pouvoir rejoindre leurs activités normales. On parlait justement de cette question de quarantaine et du système de quarantaine qui a été mis en place. Les auditeurs se souviendront qu'on a eu des débats houleux sur le sujet, avec les systèmes de téléphone mobile qui sont utilisés pour vérifier la localisation. C'est un truc qui est bien accepté, ça, dans la population taïwanaise ? Ouais, enfin, en fait, j'ai l'impression que depuis la France, on voit Taïwan comme un pays qui trace tout le monde, ou c'est le cas. Mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je suis pas tracée. Donc, les articles en fait qui ont été publiés par rapport à la situation de Taïwan n'étaient pas forcément tout à fait exacts, et on a surtout fait l'amalgame avec d'autres pays, je pense. Et là, à l'heure actuelle, le traçage ne s'effectue que pour les gens qui sont en quarantaine. C'est-à-dire que vous êtes, là maintenant, il n'y a que les nationaux qui peuvent revenir, mais quand d'autres nationalités pouvaient venir, en gros, on leur demandait soit d'être en quarantaine donc dans un hôtel ou dans une chambre louée, ou sinon pas d'endroit pour le faire. C'est le gouvernement qui fournit un endroit qui est confortable. On leur donne un téléphone portable sur lequel il y a en fait ces applis de traçage. On n'installe pas d'application sur leur téléphone portable personnel.
Donc c'est un téléphone qui leur permet en fait qui doivent avoir sur eux, et donc ça permet en fait de savoir s'ils ont quitté ou pas l'appartement. Mais donc pour être sûr que les gens ne laissent pas leur téléphone et puis ils vont se balader ailleurs, eh ben, ils vont appeler 2 fois par jour, je crois, mais sans donner d'horaire, et vérifier qu'ils sont bien à leur appartement. Mais il n'y a pas d'opération vraiment de flicage généralisé, on va dire. Ouais, ils vont pas faire débarquer l'armée dès que vous mettez un pied dehors. C'est pas le cas. Mais par contre, si vous le faites en le faisant exprès, sans raison particulière, là par contre, ils peuvent vous mettre une amende. Et si vous le refaites une deuxième fois, là effectivement, ils font débarquer la police. Mais là, c'est une réponse entre guillemets stricte, mais c'est pour éviter qu'il y ait des propagations en cluster en fait. Et du fait qu'il y a ça, ben, le reste de la population n'est pas en confinement. C'est une mesure qui peut paraître stricte, mais d'un autre côté, les Taïwanais qui y reviennent le font naturellement parce qu'ils ont en fait une vision de la société qui est autre. Qui est autre que en France, je pense. C'est vraiment dans le souci de il se peut que je porte le virus, donc je vais le faire par moi-même. Et je vais moins me rebeller par rapport à ça. Après, il y a toujours des exceptions, il y a eu quelques dérives, et puis là, par contre, ça sort dans les news. Ils disent pas le nom, ils disent pas qui, mais ils disent attention, il y a ça, si vous êtes allé à tel endroit, par exemple, attention, des choses comme ça. C'est marrant. En gros, c'est à peu près ce qu'on disait il y a 2 semaines, à ceci près que tu m'as appris que c'est un téléphone qui était prêté, donc c'était pas par rapport à la localisation de notre propre téléphone, ce qui change peut-être un petit peu psychologiquement la chose. En tout cas, c'est ce que je comprenais des débats des gens qui étaient opposés à la mesure ou qui se questionnaient sur la mesure. Mais quand tu le présentes comme ça, c'est marrant parce que tu le présentes comme ça, c'est quand même très simple. Et je pense que présenter sans hyperbole comme tu le fais, eh ben, il y a une acceptation qui est beaucoup plus facile, même dans la population française. La clé, c'est que c'est dans une phase où, parce que les frontières ont été fermées très très tôt, eh ben, c'est possible parce qu'il n'y a pas une propagation du virus qui est importante dans la population déjà. Et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se dire « Ah bah du coup, on aurait dû fermer les frontières plus tôt. On devrait le faire chez nous aussi. » Le problème, c'est que la clé, c'est de fermer les frontières. Et fermer les frontières, si vous pensez qu'il y a eu des problèmes avec le confinement quand il a été fait mi-mars, fermer les frontières, il aurait fallu les fermer, je ne sais pas moi, en janvier. Mais il y a la théorie, il y a la pratique. En pratique, c'était pas possible de fermer les frontières en janvier. C'était juste pas possible. On oublie comment était le monde à l'époque. Mais on aurait crié au scandale et on aurait, bref. Détail, si je peux me permettre. Taïwan a un énorme avantage, c'est que c'est une île. Bien sûr. Donc tout à coup, forcément, la fermeture des frontières est quelque chose qui est un peu plus facile à mettre en œuvre. Et puis, Ejia le disait tout à l'heure, il y a évidemment chez eux et dans toute la région le précédent du SRAS, entre autres, et du H1N1. Et moi, je me disais, et je le dis à qui veut l'entendre, que si une telle chose nous arrive une fois de plus dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça va arriver, c'est quasi sûr. Évidemment qu'on n'aura pas les mêmes réflexes. Bien sûr. Et évidemment que là, on verra le truc arriver d'un peu plus loin et on dira pop, 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 pop. Et là, c'est vrai que ce système qui est un peu la version smartphone, tu vois, du bracelet d'assignation à résidence dans l'ensemble. Bah oui, évidemment, ça peut marcher si tu le fais sur les quelques dizaines, centaines de premiers cas, voire milliers. Mais c'est vrai qu'une fois que l'épidémie t'échappe un peu et que tu en es à des dizaines, centaines de milliers, et encore, là, on parle que des cas détectés, validés, et pas de tous les cas asymptomatiques, etc. Tu peux pas, c'est un train qui est lancé que tu peux pas rattraper en route avec ce genre de procédé. Ici, il y avait quand même un risque par rapport aux nombreux échanges avec la Chine. Donc, comme il y a beaucoup de Taïwanais qui vont travailler en Chine et vice-versa, il y a beaucoup d'échanges. Et donc, ils ont fermé les frontières il y a pas si longtemps que ça, mais disons qu'ils ont commencé très très tôt à contrôler les entrées et sorties. Très très tôt.
Ouais. Commencer justement la méthode de la quarantaine pour éviter que ça ne se propage de façon incontrôlée, en fait. Et bien justement, pour parler de choses qu'on aurait pu mieux faire et de choses qu'on va devoir faire, on va faire un petit bilan, une petite explication sur le test and trace et surtout sur la partie trace. Merci beaucoup Gia pour ces détails. Et donc, qu'est-ce que c'est que le test and trace et ces applications Stop Covid et les initiatives de Google et Apple? Est-ce qu'ils vont tous nous suivre à la trace? Comment ça fonctionne? Je vais vous détailler ça et puis après on va en débattre, mais je vais faire une petite explication un petit peu longue pour ceux qui ne connaissent pas les détails. Il y a des gens qui sont débutants ou moins assidus sur ces sujets. Donc, je vais faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. Alors, d'abord, j'aimerais vous rappeler l'article qu'on a évoqué la semaine dernière de John Evans qui disait, et que j'ai envoyé sur la newsletter aussi des auditeurs patriotes, qui disait que Apple et Google étaient sans doute les mieux placés pour faire quelque chose de bien conçu et qui respectent la vie privée autant que possible pour faire du traçage de malades. Et c'est marrant parce que je disais l'argumentation est quand même assez solide de la part de John Evans et on le voit déjà, c'est qu'une semaine plus tard, j'ai l'impression que ça fait 3 mois déjà, mais c'est ce qui a l'air de se décider. Alors qu'est-ce que c'est que le test and trace? C'est le fait de tester les personnes dont on suspecte qu'elles sont malades, et quand on comprend qu'elles sont malades, retracer leur parcours pour trouver les personnes avec lesquelles elles auraient pu être en contact. Et ça, c'est difficile à faire si on n'a pas... Enfin, disons que c'est plus facile à faire si on a des traces numériques de leur déplacement. Le problème, évidemment, c'est que quand on commence à parler de traces numériques de déplacement, eh ben, on arrive tout de suite dans des questions de vie privée, pas forcément de vie privée sur le moment de la crise, parce que ça, on peut comprendre l'urgence de la situation. Mais là où il faut faire très attention, c'est faire en sorte que les données ne puissent pas ensuite être exploitées ou les systèmes ne puissent pas être convertis ensuite pour une utilisation moins nécessaire, on va dire, par les gouvernements qui les utiliseraient pour des questions de surveillance. Donc, il y a différents systèmes qui ont été proposés. L'un d'entre eux qui a été développé, on va dire, par différents chercheurs européens, ou en tout cas c'est une proposition qu'ont suivi Apple et Google pour proposer une collaboration inédite au niveau des OS, donc Android et iOS, donc tous les téléphones du marché à peu de choses près, on va dire, pour mettre en place un système qui permette le traçage en préservant la vie privée autant que possible. Comment ça fonctionne? Ils vont mi-mai mettre à disposition ces API, donc ces interfaces de programmation que d'autres apps pourront utiliser, et utiliser le Bluetooth. Toutes les 15 minutes, il y a un nouveau code d'identification qui va être généré par l'appareil et qui va le distribuer à tous les appareils qui sont en contact du Bluetooth. Le Bluetooth, c'est à peu près, on va dire, une dizaine de mètres maximum. Et ça va faire ça avec une ID différente toutes les 15 minutes. Et cette ID va être complètement pseudonymisée. Donc, c'est pas tout à fait de l'anonymat, mais c'est du pseudonymat. Donc, il sera très difficile d'en faire quoi que ce soit de cette ID, même rétroactivement. Par contre, une fois qu'on a une personne qui est testée positive, eh bien, on va identifier toutes les ID qu'il a utilisées, les mettre sur une liste qui va dire ces ID-là appartiennent à une personne qui a été testée positive pour le Covid-19. Si vous avez, et ça se fait de manière automatique, logicielle, si vous avez une de ces ID dans vos listes de personnes qui ont été en contact avec vous, donc vous êtes approchés, eh bien, il est possible que vous ayez été contaminé, donc faites-vous tester. Donc, en pratique, comment ça se passe? Vous avez votre téléphone dans votre poche, vous vous baladez, le Bluetooth garde une archive de tous les téléphones dont vous avez été proche, et si jamais l'un d'entre eux appartient à une personne qui est testée positive, eh bien, vous serez informé qu'à un moment, vous ne saurez pas quand, vous ne saurez pas qui, mais à un moment, vous avez peut-être été en contact avec une personne qui a été testée positive, donc faites attention, faites-vous tester, etc. Et je mets pas non plus tous les détails à 100%, mais c'est un système qui respecte de manière assez satisfaisante les besoins d'anonymat et de protection des données privées. Mais
Et là, j'en arrive à un élément qui va peut-être en surprendre certains. Je disais, il y a une dizaine de jours, j'ai fait un épisode bis spécial que je vous ai encouragé à écouter, où je disais, il ne faut pas appréhender les situations en fonction des conclusions qu'on a tirées de situations différentes. Et ce dont je parlais, pas forcément en filigrane, c'était le fait que on nous a appris et on a dit avec raison, je pense qu'il faut être très méfiant de l'utilisation des données privées quand on parle de terrorisme, parce que souvent c'est des méthodes qui sont pas super efficaces et qui peuvent servir à d'autres choses. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont, par réflexe, par disons réaction dogmatique presque, applique aux problèmes sur le Covid-19 les conclusions des problèmes sur le terrorisme. Et donc, je disais, il faut approcher les choses avec un esprit ouvert. Et si, dans le cadre de la quarantaine, on peut résoudre des problèmes techniquement avec les solutions informatiques de localisation, eh ben, il ne faut pas en avoir peur et il faut les appliquer. Et donc là, je pense que vous vous direz, eh ben, peut-être que dans ce cadre du traçage, Patrick va nous dire, eh ben, il faut les appliquer parce que c'est des solutions qui pourraient être utiles. Eh bien non, moi, je me tiens à mon principe il faut approcher chaque situation de manière complètement objective et aussi neutre que possible. Et après avoir lu beaucoup sur le sujet, je me rends compte que cette solution, en fait, n'est pas forcément idéale. Non pas pour des questions de vie privée, parce que la vie privée est bien respectée, mais pour des questions d'efficacité. Alors, ça va pas faire de mal, mais voici une petite liste assez courte des problèmes que peuvent avoir ces applications pour être bien utilisées. Il y a une question de localisation, parce que la liste des codes que vous allez emmagasiner va être tellement importante que, au bout d'un moment, on ne peut pas vous envoyer les codes du monde entier ou même du pays entier à chaque fois que vous faites un ping au serveur, parce que c'est juste trop de données. Et donc, est-ce qu'il va falloir identifier au moins partiellement par localisation pour vous envoyer, par exemple, les données de votre région uniquement? Ça serait un problème qui identifierait plus les personnes. Il y a un aspect ouvert qui est que ces applications, en théorie, n'importe qui peut créer une application pour ça et donc ça serait susceptible à des trolls et des attaques. Des attaques politiques, par exemple. Si un gouvernement malveillant fait une application ou lance une attaque sur une application ou sur le système et vous envoie plein de notifications, ça peut être ça peut provoquer une panique ou au contraire, à force d'avoir des notifications positives, et ça peut être le cas, eh ben, vous pouvez ne plus y prêter attention. Il y a aussi le problème de l'adoption de l'application, parce que même si le système est inclus dans les OS, il faudra quand même avoir une application installée pour en tirer parti. Et du coup, si les gens n'installent pas tous cette application, eh ben, ça peut poser un problème, parce que s'il y a une adoption qui est trop faible, eh ben, le système ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas les données de tout le monde. On va dire, même si on a, 60-70%, certains disent que ça peut aider, d'autres disent que ça n'aidera pas. Donc, ça, c'est problématique pour une question d'adoption. Il y a aussi le Bluetooth qui porte très loin. Ça porte à 10 mètres et ça passe à travers les murs fins. Donc, si vous êtes en classe, par exemple, et qu'il y a des murs un peu fins, eh ben, vous allez être en contact, entre guillemets, avec plein de gens, alors qu'en fait, vous n'étiez pas dans la même classe. Et donc, là encore, ça peut provoquer des faux positifs, ou plutôt des informations sur lesquelles vous avez été en contact avec quelqu'un, mais en réalité, il était dans la pièce d'à côté. Et là, ça crée encore des alertes qui ne seront pas valides. Il y a plein d'éléments comme ça. Et par exemple, une fois qu'on a été testé positif, en fait, ça suffit pas dans la pratique, et c'est ce qu'on voit dans les pays asiatiques, ça suffit pas juste d'informer les gens, vous avez peut-être été en contact. Le vrai traçage se fait en discutant avec la personne qui a été testée positive et en lui demandant où vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez fait. On va contacter les personnes directement et leur montrer une photo de la personne qui a été testée positive. Est-ce que vous l'avez vue, vous avez discuté avec elle, c'est pas juste que vous l'avez croisée dans la rue, mais vous avez discuté avec elle, etc., etc. Donc là encore, un système 100% anonyme, est-ce qu'il est vraiment utile? Il y a plein de questions de ce genre. Alors, il y a aussi des réponses. Apple et Google ont dit, par exemple, qu'il serait possible d'avoir un système qui déterminerait la durée de proximité. Il faut avoir été à proximité de quelqu'un pendant 5 minutes pour que ça soit flagué, par exemple. Et ça, c'est ce que pourront faire les applications des gouvernements qui mettront ça en place. Il pourra y avoir le système. D'abord, il sera
inclus entièrement dans l'OS, ce qui fait que il faudra opt-in, donc accepter le traçage, et ça c'est très important pour le respect de la vie privée bien sûr, mais une fois que vous aurez opté-in, eh ben, il va garder les informations sur les 14 derniers jours et rien d'autre, mais une fois que vous installerez l'application, vous aurez les informations quand même sur les 14 derniers jours, même si vous l'avez installé hier, donc ça c'est un aspect positif. L'histoire de durée, ça va vous permettre de vous assurer que c'est une personne qui a au moins, c'est pas juste une personne que vous avez croisée dans la rue. Il y a aussi un système qui fait que vous, à terme, il serait possible de pinguer les gens même sans qu'ils aient installé d'application sur leur iPhone, ce genre de choses. Donc il y a des solutions et il y a des problèmes. Au final, quand on demande aux experts est-ce que ce système sera utile ou pas, les réponses sont un petit peu tout et leur contraire. C'est un peu genre c'est trop confus, c'est trop flou pour que ça soit utile. Et d'autres disent c'est mieux que rien. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même histoire que les masques, que les masques faits maison. C'est mieux que rien tant qu'à faire, mais c'est pas ça la vraie solution. La vraie solution, c'est la distanciation sociale. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ces systèmes de traçage ne seront efficaces qu'une fois qu'on sera en phase 4 de la pandémie, quand les cas auront été maîtrisés, parce qu'aujourd'hui, quand il y en a partout, ça sert pas à grand-chose. Voilà pour les questions techniques. J'espère que j'ai été clair. J'ai pris beaucoup de temps. Cédric, qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces systèmes ? T'as soulevé plein de points intéressants. Je vais partir sur le positif. J'ai trouvé ça immensément positif, surtout à un moment où le débat était commençait vraiment à faire rage, que Apple et Google se soient emparés du problème. D'abord parce que à eux deux, c'est quand même, c'est, on dirait une alliance de super-héros, tu vois ce que je veux dire. Il y a rien au-dessus, clairement. Apple, dans aussi sa posture constante de protection, très volontariste de la vie privée. Google dans la puissance technique. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont inventé une solution qui est pas l'application. Hein. Moi, j'ai vu plein de confrères qui se sont un peu fourvoyés en disant Apple et Google vont sortir l'application. Non, pas du tout. Ils vont créer l'API, c'est-à-dire l'interface de programmation, le système qui va permettre à des applications d'émerger. Mais je précise une chose que j'ai pas précisé. Ils ont dit, et on en apprend de plus en plus tous les jours, mais ils ont précisé que seules les applications d'organes d'État pourraient utiliser l'API dans leurs App Store. Donc, ça aiderait, là encore, à éviter les trolls et ce genre de choses. Donc, oui, ils font l'API et contrôlent l'accès. Quand tu disais si n'importe qui fait une application, ce sera jamais n'importe qui, parce qu'il faudra quand même avoir un accès à l'API qui, à mon avis, qui clairement sera pas ouverte aux quatre vents. L'intelligence, je trouve, du système, c'est que c'est une réponse, évidemment, à toutes les discussions sur oui, mais imaginez ce qu'on pourrait faire d'autre avec l'application. Là, à part ça, tu peux pas faire quand même grand-chose d'autre. C'est-à-dire que le fait que ce soit anonyme, le fait que de fait tu aies une signature, un code qui va changer de manière régulière, etc., ça pose des questions, tu as raison, sur l'efficacité. En revanche, il y a une chose sur laquelle c'est vachement efficace, c'est que ça peut pas servir à grand-chose d'autre. Surtout, il y a de toute façon une date limite de consommation sur ces applications. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en aura fini avec la pandémie, on n'aura plus aucune raison de les garder installés sur son smartphone. Donc c'est pas quelque chose qui va nous rester comme un fil à la patte, comme si on avait inventé une solution, par exemple au travers des opérateurs, parce que là la tentation serait forte de dire bon, on laisse le système tourner en tâche de fond, on verra bien si ça nous resserre un jour, et puis peut-être que ça pourra avoir d'autres utilités, parce que la tentation d'un État, même parmi les démocraties les plus éclairées, c'est quand même d'avoir le plus d'informations possible. C'est ce qu'on a vu avec les systèmes sur le terrorisme, où il y a des choses qui ont clairement un peu dévié de leur vocation première. Pourquoi ? Parce que c'est d'une efficacité redoutable. Donc, tu posais la question de l'adoption, et c'est une vraie question. Et là, ça pose une question plus de démocratie qu'autre chose. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut mettre une carotte à l'adoption de l'application, dire écoutez, si vous installez l'application, alors vous aurez le droit de. Bah oui, mais le problème, c'est que c'est un coin qui serait enfoncé dans la confidentialité et l'anonymat de l'utilisation de l'appli. Donc, de fait, il faut trouver un moyen de faire en sorte que ça reste volontaire, ce qui va être un petit peu
peu compliqué. Et je suis d'accord avec toi, il y a plein de choses à se dire sur les faux positifs, sur l'efficacité de l'application. Alors, tu disais, tu vois, de fait, si quelqu'un est de l'autre côté du mur et que tu le croises jamais, ça n'a pas beaucoup d'intérêt qu'on te dise qu'il a été infecté. Là, il y a des choses qui peuvent se faire sur le fait qu'on qualifie un contact par la puissance du signal Bluetooth, par pas mal de choses. Mais je pense que en tout cas, c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus généralisable et beaucoup plus rassurant dans l'ensemble que certaines choses qu'on voyait jusque-là qui tenaient du bricolage et dont la protection de la vie privée, la confidentialité et le reste tenaient juste à la bonne foi affichée ou réelle de ceux qui en faisaient la promotion. Le protocole, le système est dérivé, on va dire, du DP3T, qui est un protocole qui a été établi par, ou disons qu'il est peut-être dérivé, ils n'ont pas non plus, il est intelligent, mais je pense que d'autres auraient pu imaginer le même système autrement, mais on va dire c'est un groupe d'universitaires européens qui a établi ce système. Et qui ont, disons que Apple et Google semblent s'en être inspirés, ou alors ils sont arrivés aux mêmes conclusions de leur côté. Donc c'est un truc qui a été effectivement conçu par des gens pour lesquels la vie privée est très importante. Je remercie d'ailleurs au passage Framasoft et Corben qui a tweeté un article qui a fait le lien entre les deux. Mais je ne manquerai pas quand même de mentionner le fait que au niveau des activistes de la vie privée, même s'ils sont importants, il y a une phrase du genre « mais à l'heure même où se profile l'appli gouvernementale, véritable agneau innocent qui sera inévitablement converti un jour prochain en outil d'espionnage pur et simple, voici une proposition alternative de protocole qui permettrait de freiner la diffusion de la pandémie et d'échapper à la surveillance invasive. » Je suis toujours... Comment dire ? Je l'ai lu la phrase. On est d'accord sur le fait que le pire n'est jamais sûr. Mais je les comprends. Et moi, j'ai plein d'amis, de confrères et tout ça, etc., qui tiennent ce discours-là. Et alors, moi, parfois, j'essaie d'être la voix, pas de la raison, parce que la raison, elle est aussi de leur côté. Mais si tu veux, voilà, de modérer un peu certains trucs. Mais là, je les suis. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que c'est tellement facile face à ce genre de situation de trouver des mauvaises solutions et qui en plus grève l'avenir sur des questions de la vie privée, du tracking, etc., que voilà, ce genre d'initiative est en tout cas encouragé. Après, il faut voir les conditions et il faut arriver à ménager les conditions du succès, dirait-on. Je suis complètement d'accord, mais moi, ce qui me démange, et peut-être que c'est un truc personnel, en fait, c'est que tu vois, l'article a été publié il y a 2 jours, les solutions de Apple et Google étaient déjà publiées et il donne l'impression que cette solution est différente et les gouvernements ont déjà établi le fait qu'ils allaient travailler sur des systèmes de ce type-là. On a l'impression qu'ils ont eux trouvé la solution, alors que la solution est déjà en cours dans tous les organismes officiels. Enfin, pas dans tous, mais tu vois ce que je veux dire ? Il y a une sorte de... c'est un petit peu comme avec la quadrature du net, que j'aime beaucoup et que je soutiens financièrement. Donc, on a besoin de gens comme ça, on a besoin de gens comme Framasoft. Mais il y a un moment, le militantisme peut être aussi contre-productif. Et je me demande si... Enfin non, clairement, là, on n'est pas à ce moment. Mais bref, c'est juste une chose qui me... Vous savez, il y a plein de choses qui me démangent, moi, tout le temps. Et je regarde toujours un petit peu au-delà de ce qui est à la surface. Et ça, c'est un petit truc où je me dis, ça, c'est pas... la manière dont est écrit l'article, et vous pourrez aller le lire, n'est pas... est un petit peu biaisé, on va dire. Mais bon, bref, l'essentiel, c'est que ils m'ont confirmé que c'était bien le DP3T qui est utilisé et qui semble être le même protocole pour Apple et Google. Donc, c'est un truc qui est, on va dire, validé par les avocats de la vie privée et notamment Framasoft. Donc, c'est un bon saut d'approbation. Jia, du coup, toi, toute cette histoire, ça t'inspire quoi, vu de Taïwan et ces histoires d'app de traçage? Techniquement, est-ce que c'est les bonnes solutions? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Techniquement, bon, je suis pas un G hardware, hein, donc comme toi, j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet. C'est vrai que je crois qu'il y a un débat entre l'utilisation du Bluetooth à la place du GPS qui est moins précise
qui pourrait moins bien tracer justement par rapport à ces histoires de distance ou de temps. Après, moi, je vois surtout que, comme disait Cédric, c'est quand même Google et Apple qui se mettent ensemble. C'est les deux super-héros, c'est quand même deux arch-ennemis qui se mettent ensemble pour vaincre un ennemi commun. Donc, c'est plutôt, moi, je vois ça plutôt comme voilà, une action qui n'est pas parfaite, mais qui peut permettre d'avancer, de faire avancer la chose. Moi, et qui accessoirement va rendre aussi les choses interopérables, d'abord, entre les deux systèmes, et interopérables, je veux dire, d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, parce que je ne sais pas si tu es travailleur frontalier et que tu travailles à Bruxelles et que tu habites à Lille, tout à coup, ça va t'intéresser de savoir, enfin, tu vois, tu vas passer par d'autres choses, donc en tout cas, c'est intelligent. C'est vrai, quand je vois ça, moi, ça me fait penser en fait au travail qu'a fait la Corée du Sud pour retracer tous les patients. Vous savez que quand on a un chiffre encore gérable, chaque patient est numéroté. Donc ils ont un patient 0, 1, 2, 3, blablabla. Et il y a sur le web, il y a l'info, il y a une carte qui a été faite où en Corée, ils ont retracé les contaminations par patient. Donc, patient numéro 3 a contaminé ça, ces personnes-là parce qu'elle est allée à tel endroit. Patient numéro 18 a fait ça, et puis le résultat, c'est toutes ces. Mais c'est pas nommé. On sait juste qu'il y a tant de personnes infectées, que ces personnes-là ont entre tel âge ou tel âge, de quel sexe ils sont. Mais ils ont fait ça manuellement. Ils n'ont pas eu une appli pour le faire. Et quand je vois ce qu'il est possible de faire avec la technologie, alors certes, il y a des questions au niveau de la vie privée, il y a ce genre de choses, mais là, on est dans une période de crise. C'est exceptionnel. Donc, si ces infos-là peuvent permettre de contenir un petit peu mieux une crise qui va mener à beaucoup de morts, il y a une avancée, il y a une réelle réflexion dans cette direction-là. Donc, mais c'est là qu'on atteint les limites de ce système, en fait. Parce que, comme tu le disais, il y a une hésitation entre le GPS ou le Bluetooth. L'avantage du Bluetooth, c'est qu'on ne sait pas où sont les gens. On n'a aucune idée de la localisation. On sait juste qui a été en contact avec qui. Et c'est un niveau de données qui est très limité et du coup qui limite l'efficacité du système pour toutes les raisons dont j'ai parlé. Le vrai test and trace, c'est celui que font les pays asiatiques. C'est quand on arrive à un niveau de contamination qui est suffisamment bas pour identifier toutes les personnes qui sont contaminées et faire du traçage à la main. C'est du traçage, un travail manuel qui est, comme je le disais tout à l'heure, on parle avec les personnes, on leur demande où elles sont allées et on va faire contacter les personnes directement. Et c'est un travail qui est très différent. Et là encore, on a des experts qui disent que ça va aider et d'autres qui disent que ça va pas forcément aider. Moi, j'ai l'impression que là encore, c'est comme je le disais, c'est comme les masques, c'est mieux que rien, mais c'est pas ça qui va nous sortir de la situation. Et quand on sera à un niveau de contamination suffisamment bas pour tracer les personnes une à une, ce type d'application, c'est plus pour rassurer les gens qu'autre chose. C'est comme les masques. On a l'impression que il y a plein de gens qui disent les masques, on nous a menti, machin. Oui, ça aurait aidé peut-être un petit peu. Il y a des éléments mais ce qu'il aurait vraiment fallu faire, c'est fermer les frontières plus tôt et se rendre compte de tout ça en janvier ou en février. Là, on n'est plus dans cette étape-là, et surtout, quand on arrivera à une étape où ça sera un petit peu plus gérable, je ne suis pas sûr que ces apps nous aideront énormément dans ce contexte. Peut-être un peu, mais l'essentiel, c'est de rester chez soi. Et puis même après, il va falloir autant que possible rester chez soi jusqu'à ce qu'on ait une solution durable, quoi. Moi, c'est mon ressenti là-dessus. Pardon, Gia, tu voulais ajouter quelque chose ? Si je puis me permettre sur le masque, je sais que c'est un sujet très controversé. Le masque aide à ne pas propager le virus de façon aussi large. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne sert à rien, mais non, quand on porte un masque, ce n'est pas que pour se protéger, c'est aussi pour ne pas le propager. Oui, on en est revenu de l'idée que ça ne sert à rien. Maintenant, tout le monde comprend que ça sert aussi à ne pas propager, surtout quand on est asymptomatique. Il faut que tout le monde les porte, en fait. Cette semaine, donc à Taipei, il y a la National Taiwan University, qui est la plus grande université ici. Maintenant, quand tu es étudiant là-bas, c'est un campus des milliers d'étudiants. Donc, il n'est pas fermé.
Mais maintenant, il faut absolument que tous les étudiants portent un masque quand ils vont en cours, quand ils rentrent dans le campus. Et il y a des gardiens devant à l'entrée qui contrôlent. Et si jamais les étudiants n'ont pas de masque, eh bien on leur en fournit un, à condition que dans la semaine, ils reviennent en redonner un neuf à l'université. C'est vraiment pour pas que les germes se propagent comme ça, quoi. Et là, c'est pas numérique, c'est pas digital, c'est pas une innovation, c'est un truc physique simple, un truc devant la bouche et le nez. Voilà, c'est tout. Complètement. Ici, tous les commerces, les gens ont des masques. Quand moi je sors faire des courses, je porte un masque, pas pour me protéger, mais pour être dans l'effort collectif. Il y a oui, il y a des choses à prendre en compte sur les histoires de masques. On a beaucoup parlé. Là, on quitte le domaine de la tech, mais c'est vrai qu'on avait besoin des masques au départ et qu'on les a tous récupérés pour les donner au personnel de santé, par exemple. Et imaginez si on avait dit tout le monde doit porter des masques en début mars, il y aurait plus eu de masques pour les personnels de santé, et parce qu'on n'en avait pas assez, c'est vrai, mais les raisons s'expliquent ailleurs aussi. Et en plus, les masques, la grande crainte, c'est que, et la raison pour laquelle je disais ce que je disais, la grande crainte, c'est que du coup, les gens se sentent protégés par les masques, qu'ils les utilisent mal, bon, ça on peut l'expliquer à la limite, mais qu'ils se sentent protégés et donc qu'ils ne respectent pas le confinement. C'est la grande terreur des autorités sanitaires sur ce sujet. C'est, je pense, en partie pour ça qu'il est important de respecter le confinement. Mais bon, là, on quitte la tech, mais... Ouais. On revient à la tech. Donc, une conclusion sur cette histoire d'app de traçage. On va passer à autre chose, mais si vous voulez, je vous laisse les derniers mots. On a tout dire, couvert. Sinon il faut voir après l'implémentation qui en est faite, parce qu'évidemment il y a plein de choses où tu peux régler le curseur sur la sensibilité, le truc, est-ce que tu n'avertis, est-ce que tu avais raison dans ta question, est-ce que tu géolocalises un peu en disant par exemple dans tel pays, dans telle région, c'est-à-dire vous avez été en contact avec une personne infectée, je sais pas, dans tel quartier, bref, mais tu vois, dès que tu introduis ça, tout à coup, la protection des données privées vole en éclats. Parce que si tu dois géolocaliser... Si tu le fais à l'échelle d'un pays, ça va dans l'ensemble. Mais oui, mais du coup, il faut que tu saches, il faut que tu assignes à chaque ID une localisation, on va dire, tu as dans ce pays. Je ne sais pas si c'est... Et du coup, tu peux savoir, cette personne a été dans ce pays et puis dans ce pays, et donc tu peux la retrouver, tu vois, s'il y a des personnes qui naviguent entre plusieurs pays, tu égratignes plus qu'un peu. Oui, tu peux éroder un peu la protection du système. Mais ça... Ouais, après, de toute façon, il va y avoir, si tu veux, comment dire, arriver à équilibrer tes besoins, ce que le système saura faire, ce que tu es prêt à lui donner comme information pour qu'il soit plus efficace. Donc, tu vois, il va y avoir des choix à faire de toute façon. Mais je suis tellement rassuré que le fond de la plateforme, c'est-à-dire l'API, soit faite par Apple et Google plutôt que par un appel d'offres auprès de 3SS2I françaises. Enfin, tu vois, et puis contrôlé par le gouvernement, c'est ça qui est important. C'est pas un gouvernement qui va contrôler les choses. C'est ironique de se dire qu'on est content que les géants de la tech contrôlent l'accès aux API et contrôlent l'accès aux informations. C'est énorme. Mais moi, je me souviens la semaine dernière, j'ai une consoeur, Christine Kerdelan, qui est à l'Express et que je respecte beaucoup parce qu'il y a 20 ans, elle a fait un super magazine qui s'appelait Newbies, mais qui s'est pas beaucoup apparemment mis à jour depuis et qui a fait un édito qui sortait de nulle part sur où sont les GAFA, ils ne font rien, assis sur leur tas d'or, enfin un truc de caricature totale. C'est le problème d'être éditorialiste, et qu'il y a des semaines t'as rien à dire, mais il faut quand même que tu sortes ton éditorial, donc ça aboutit à ce genre de choses. Ben voilà, c'est la meilleure des réponses, c'est-à-dire que outre le fait que s'ils étaient pas là, tu le disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas le digital aujourd'hui, je sais pas comment on vivrait le confinement, le travail, l'école à distance et le reste, mais ils ont quand même une puissance de feu en termes d'innovation, d'outils techniques, d'infrastructures et du reste, qui font que ils sont à peu près les seuls à pouvoir te sortir ce genre de choses aussi rapidement, parce qu'évidemment en plus ils ont la clé du système, enfin de leur système mobile.
et j'insiste, tel qu'il est proposé aujourd'hui, le système est vraiment hyper respectueux de la vie privée. Je sais qu'il y a des gens qui vont rester sur leurs vieux réflexes et qui vont dire moi je suis pas sûr, Apple, Google, machin. Non, c'est pas eux qui le disent. C'est des gens comme Framasoft, c'est des chercheurs qui ont établi un système, qui ont commencé à travailler sur ce système aussi respectueux que possible de la vie privée, ce protocole DP3T. Donc bon, c'est pas une blague. On n'est pas juste en train de dire ça parce qu'on a envie d'être gentil avec eux, ce qui n'est d'ailleurs jamais le cas. Mais... Gia, un mot pour conclure je dirais sur ce que sujet. on a mis le projecteur sur cet aspect des choses. Il y a quand même beaucoup de gens qui oublient de désactiver la localisation géographique sur leur smartphone en temps normal. Donc, je veux dire, quand on se rend compte qu'il y a ces problèmes-là, en fait, il faudrait prendre le problème dans sa globalité. C'est pas que sur cette appli-là, c'est remettre en jeu aussi toutes les applications qui utilisent la localisation géographique. Oui. Alors donc, ça, c'est toute une autre affaire, oui. Ça se passe quand vous rentrez dans un centre commercial, voilà, des projets tech qui sont en cours, et vous passez devant tel magasin, ils ont repéré que vous êtes devant tel magasin, pof, on va vous envoyer un message de promo devant ce magasin. C'est des choses comme ça, ou des pubs qui sont personnalisées selon où vous êtes. Vous êtes à Disneyland, il y aura des pubs en rapport avec ça. D'ailleurs, Moxie Marlene Spike a fait un très bon thread sur Twitter sur le sujet, en notant que, heureusement, en l'occurrence, enfin lui il ne l'avait pas noté, mais il avait noté un danger potentiel justement avec la publicité et la localisation par rapport, en associant une localisation à ces données-là, qui elles étaient privées, et le AdTech, donc la technologie de la publicité, pourrait très facilement avoir une identification des personnes, et du coup, une partie de la réponse, c'est Apple qui précisait hier que seuls les organismes gouvernementaux auront accès à ces API. Donc ça, disons que c'est une partie de la réponse à ces préoccupations qu'on continue à avoir. Il faut rester vigilant, mais ça, il y a une réponse qui est apportée, disons. Mais... Bon, écoutez, ça fait un bon gros morceau sur le sujet. C'était important de le retourner dans tous les sens. Merci d'avoir apporté votre expertise. Je vais faire une toute petite pause pour vous parler de deux choses aujourd'hui, avant de repartir sur nos sujets un petit peu plus légers. Une petite pause donc pour parler d'abord de... Podcast Addict. Est-ce que vous utilisez Podcast Addict pour écouter l'émission ? Eh bien, figurez-vous que Xavier, son développeur, qui est un Français, Cocorico, m'a envoyé un petit message il y a 2 jours en me rappelant que la dernière version de Podcast Addict permet de mettre des notes au podcast. Et donc, comme le système vient d'être lancé, il n'y a pas énormément de notes. Donc, si vous voulez mettre une note pour le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu ou d'autres podcasts que vous écoutez sur Podcast Addict, je vous encourage à aller le faire. C'est un système un catalogue qui est très populaire sur Android. C'est uniquement sur Android l'application, mais il est hyper populaire. Et je crois même que c'est l'application Android la plus populaire de podcast, en tout cas dans mes statistiques. Donc c'est une bonne alternative au catalogue d'iTunes en fait. Et ce qu'est en train de faire Xavier, c'est justement de permettre une alternative dans une certaine mesure au catalogue d'iTunes, parce que tout le monde se base uniquement sur le catalogue d'iTunes, et c'est encore le cas pour, je crois, les différents podcasts qui existent. Mais pour les notations, il n'y a à peu près que iTunes. Il y a peut-être d'autres systèmes, mais l'essentiel, c'est iTunes. Et ça serait sympa d'avoir Podcast Addict en plus comme autre source. Je ne sais pas si c'est accessible publiquement, je ne vais pas parler pour lui, mais en tout cas, si vous utilisez Podcast Addict, prenez une seconde et allez mettre une note sur les podcasts que vous aimez, dont le Rendez-vous Tech. Et si vous n'utilisez pas Podcast Addict, ou d'ailleurs que vous utilisez Podcast Addict, eh ben peut-être que vous pourriez mettre
non pas mettre mais réfléchir à devenir patriote. Qu'est-ce que c'est qu'un patriote ? Un patriote, c'est quelqu'un qui soutient l'émission financièrement. Et je parlais des problèmes de pub qu'il y a dans le monde de l'Internet. Bon, moi, je ne me base pas entièrement sur la pub, même très peu sur la pub. Donc, je suis hyper heureux que des auditeurs soutiennent l'émission et fassent l'effort de soutenir l'émission. Et c'est vraiment l'essentiel de la manière dont fonctionne la production de l'émission. On parlait juste avant de commencer à enregistrer avec Gia des vieux magazines de Console Plus, de Gen 4. Certains d'entre vous se souviendront peut-être de magazines de tech aussi. À l'époque, on payait pour avoir accès à un contenu cool. Et ça serait hyper sympa de votre part si vous vous disiez le rendez-vous tech, c'est pratique, c'est utile, ça me donne des bonnes informations, c'est un bon moment passé en plus. Et je vais donc me dire que je vais aller sur patreon.com/rdvtech et donner un petit dollar, 2 petits dollars par épisode, ce que c'est, ce que je peux, ce que je veux, et contribuer à son soutien. Et alors je vais pas dire cling Patrick pour les clés qui arrivent dans le bol quand on rentre à la maison, puisque vous êtes de toute façon à la maison. Alors vous savez quoi ? Maintenant, si vous êtes sur votre ordinateur, ouvrez un nouvel onglet. J'attends avec vous. Hop, là, voilà, nouvel onglet ouvert. Vous faites Patreon, patreon.com/rdvtech, et puis vous allez voir les bonus, les trucs sympas qu'il y a. Et si ça vous intéresse, vous pouvez devenir un soutien, un patriote du Rendez-vous Tech, et vous avez en plus accès aux bonus super cool, évidemment, comme la newsletter que vous pouvez recevoir toutes les semaines, la newsletter des patriotes qui vous informe de plein de sujets hyper intéressants. Il y aura d'ailleurs des liens vers certains articles que j'ai utilisés pour les détails des sujets d'aujourd'hui dans la prochaine qui arrive dans quelques jours. Merci à vous tous. Bon allez, ça suffit tous ces sujets sérieux. Pourquoi on ne parlerait pas un petit peu d'Apple, de Microsoft et de Google et de leurs gadgets à venir ? Moi, ça me paraît bien. Microsoft va, semble-t-il, ne pas nous livrer sa Surface Neo. Vous savez, l'appareil avec double écran. Cet été, non. comme il pensait... Non. Je suis désolé, c'est pas des bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle de la semaine. Alors, il y a ça, il y a le fait que le prochain téléphone Apple pourrait normalement sortir à l'automne, mais en décalé. Il y aurait un modèle qui serait disponible un peu plus tard, potentiellement, mais surtout, le design serait comparable à celui des iPad Pro, des derniers iPad Pro, oui. Ce design, ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Le retour au carré, ça j'adore. Non, vraiment. Non, mais c'est vrai, moi j'adore le design de l'iPad Pro. Je suis super fan. On reviendrait à ces bords carrés, tu vois, époque iPhone 4.5, quoi. C'est ça, ouais. iPhone 4, ouais. Et c'est chouette parce qu'en plus, ça pour la connectique, pour pas mal de choses, faut voir quelle tête ça prend. Mais et puis voilà, ça y est, c'est l'unification. Et comment est-ce que si tu unifies autour de ce design-là, tu ne passes pas à l'USB-C ? Explique-le-moi. Est-ce que tu y crois à l'USB-C ? Ça tient mieux en main. Ça tient mieux en main aussi le fait que ce soit carré. Moi, j'ai le iPhone 10 là, et je trouve que les bords ronds, ça glisse un petit peu plus. Tu l'as moins en fait, moins bien. C'est vrai. D'ailleurs, le mien en a fait les frais. Il est tombé il y a quelques mois. Et voilà. C'est vrai. Donc, il y a ça. Il y a aussi le Pixel 4a qui aurait en fait une seule caméra, comme le Pixel 3a. C'est une des caractéristiques importantes du Pixel 4. Et ça, on imaginait que ça pourrait être... Enfin, le Pixel 4 a 2 caméras, enfin 2 appareils photo. Pas de caméra, mais on imaginait que ça pourrait peut-être arriver sur le Pixel 4a, mais non, il aura un seul appareil photo, ce qui n'empêche pas Google de faire des super photos avec un appareil photo, donc on n'est pas trop inquiet, surtout que c'est l'appareil bon marché, vous savez, par rapport au Pixel, dans la série des Pixels. Le 4a, c'est la version à autour de $400, si on parle en dollars, c'est un peu comme l'iPhone... mais il pleut encore ? Il neige. Mais il neige, mais c'est pas possible. Non. Mais bon, je suis en Finlande, mais quand même. Oh là là. Mais il faisait super beau hier et il s'est mis à neiger dans la soirée et il s'est mis à neiger. Oh là là. Bon. Écoute, je sais pas, j'exprime mes frustrations sur dans le Instagram. Congélateur. Enfin, je veux dire, assume quoi. Oui, c'est ce qu'on fait. Oui, pardon. Donc, qu'est-ce que je disais ? Pixel 4a. Ça sera forcément un bon appareil, mais il devrait sortir bientôt.
On espère. Mais c'est chouette, moi. Il faut soutenir Google dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'eux sont pas dans la surenchère du nombre de caméras, qui a d'autres intérêts. Hein. Je veux dire, moi j'aime beaucoup ce que fait Huawei, ce que fait Nokia aussi, par exemple. Mais la qualité des photos qu'ils arrivent à sortir avec finalement si peu d'objectifs est un truc totalement remarquable. C'est certain, oui. Comment ça se passe au niveau est-ce que c'est un truc dont on parle beaucoup, les retards dans la production parce qu'évidemment c'est une grosse partie de l'économie à Taïwan. C'est un truc qui fait les gros titres tout le temps ou c'est bon, c'est reparti? Qu'est-ce que tu en sais? Là, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Ouais, d'accord. Mais oui, c'est sûr que en fait, les entreprises taïwanaises ont beaucoup d'usines en Chine. Il y a beaucoup d'usines qui ont. En fait, à Taïwan, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des OEM, ODM. Donc, ce sont des gens qui font les appareils, qui assemblent les appareils pour les grandes marques comme Apple, comme Google, etc. quoi. Et donc, juste avant cette crise, en fait, certains avaient déjà commencé à délocaliser dans d'autres pays que la Chine. Et là, petit à petit, ça reprend, quoi. Mais quand je dis les news échos par rapport à ça, c'est des baisses dans tous les sens. Donc forcément, ça va pas repartir de sitôt comme ça, quoi. Et malgré ce dont on a l'impression, c'est que l'économie, elle repart pas aussi facilement. Et la supply chain, ça va lui prendre au moins encore quelques mois avant de reprendre son rythme d'avant. Ce que j'espère égoïstement, c'est que les consoles next-gen ne seront pas trop retardées ou pas retardées, mais bon, ça c'est les choses importantes, tu sais. Pandémie mondiale, hôpitaux débordés, Patrick déjà, lui, il veut sa PlayStation 5, il n'y a rien d'autre. Non, mais ça par contre, j'ai plutôt eu un bon a priori parce que là on a la force d'AMD derrière qui veut. AMD c'est eux qui font les puces, des processeurs et des processeurs graphiques des deux consoles à venir. Et donc en fait là c'est la grande comment dire. En fin d'année là, ça va être la scène d'AMD, elle est là. Quoi. Donc je pense qu'ils vont pousser pour que ça sorte réellement à ce moment-là. Après, combien de consoles il y aura sur le marché, ça c'est pas sûr. Oui, c'est d'autres questions. Ouais. Il va falloir se battre. Mais le fait que ça sorte, ils vont mettre les bouchées doubles pour le faire. Donc à mon avis, ils ont dû mettre la priorité par rapport à ça. Et AMD qui bosse avec TSMC, qui font en fait la fabrication des puces. Donc AMD fait le design. En gros, AMD fait le design des puces. Et TSMC fait la fabrication. C'est eux qui ont les machines pour faire physiquement les puces graphiques et les processeurs. Donc TSMC qui fait aussi les puces d'Apple. Hein. Ouais, voilà. De Qualcomm, enfin de tout le monde, quoi. TSMC, c'est une toute petite société. Ils font 100 milliards par an, personne ne les connaît. Ouais, enfin, voilà. Je veux dire, tu vois, en dehors du premier cercle, des gens qui s'y intéressent. Ouais, c'est les rois du monde. Et à mon avis, pour AMD, ils sont en train de se plier en quatre pour faire ce qu'il faut. Tu sais, il risque d'y avoir effectivement peu de consoles. On pensait dans la culture populaire que l'apocalypse, la pandémie, ça voudrait dire qu'on se bat pour avoir les derniers restes de nourriture dans les magasins. En fait, non. Concrètement, ce que ça aura donné, la pandémie, c'est qu'on se bat pour avoir du papier toilette et des consoles Next Generation. C'est ça qu'on va... En plus, là, ce sera de la RAM, en fait. Ce sera de la mémoire où les gens vont se battre pour les avoir. Ah oui, ça il va pas y en avoir pour tout le monde. C'est l'élément crucial pour toutes ces machines et qui va être en rupture bientôt. Donc il va falloir qu'ils mettent des priorités sur les unités qu'ils veulent vendre. Bon, on verra comment ça se passe. D'autres petites news en vrac. Disney Plus aurait 50 millions d'utilisateurs payants dans le monde, c'est un bon début. Meg Whitman, qui préside Quibi, vous savez, c'est cette application qui est sortie aux États-Unis, c'est un petit peu le Netflix du mobile où les contenus ne sont que sur mobile. Elle a déclaré avoir 1,7 million de téléchargements la première semaine. Sincèrement, c'est pas énorme, hein, 1,7 million. Ce truc est mort-né. C'est
c'est une bubule à lui tout seul. C'est intéressant parce que tu vois, c'est un truc qui est plus Hollywood que Silicon Valley, c'est-à-dire que c'est fait par des gens qui viennent de l'entertainment, Jeffrey Katzenberg, etc. Mais ça ressemble à la fausse bonne idée, c'est-à-dire on va faire des contenus spécifiques pour le mobile. On a l'impression du débat sur, souviens-toi, la télé mobile il y a 10 ans. Enfin, et alors aujourd'hui ils disent non, mais on va quand même faire une extension, un petit truc pour qu'on puisse caster le contenu sur sa télé. Bah évidemment, on a déjà perdu. On a déjà perdu. On va caster des contenus verticaux. Ah non, parce que ça peut aussi être horizontal. Bon, moi, je suis pas aussi cynique que toi sur le sujet, mais clairement, c'est pas le bon moment. Et puis en plus, je déteste Meg Whitman. Voilà. Enfin, c'est pas de la détestation, mais non, mais dans le genre surfait, il y a Meg Whitman, quoi. Voilà. Désolé, hein, je peux vous citer une femme entrepreneur géniale, mais elle non. Et c'est l'espèce d'alliance de la carpe et du lapin pour faire un truc dont personne n'a envie. Voilà. Bon, au moins c'est clair. Est-ce que vous êtes abonné? C'est uniquement disponible aux États-Unis. Tu es abonné ou pas? Non, c'est uniquement aux États-Unis. Moi, je me suis pas non plus abonné à Disney+ d'ailleurs, mais non. Mais c'est parce que tu n'as qu'un enfant, c'est normal. Non, c'est pas ça. C'est il n'a pas l'âge. Toi, tu t'es abonné, Cédric. Bah évidemment. C'est même pas. C'est la loi. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'autre choix. Excellent. Non, en fait, moi, j'attends qu'il arrive en Finlande parce que je me dis qu'en Finlande, il y aura des contenus plus rapidement. Parce qu'on n'est pas soumis aux mêmes contraintes de chronologie des médias qu'en France. Donc j'attends. Ouais. Mais pour tout dire, un mot sur Disney+, il se trouve que j'ai emprunté à Xiaomi un de leurs petits projecteurs qui s'appelle le Smart, enfin un petit truc qui ressemble qu'à la taille d'un gros disque dur externe. Il a la taille d'un petit NAS, voilà. Mais qui est un petit projecteur Full HD intégré avec en plus l'enceinte à l'intérieur qui fait tourner. Je ne sais pas si c'est Android TV, en tout cas c'est Android. Et là, le bonheur, c'est que tout à coup, l'appli Disney+ est apparue, donc je l'ai installé. L'onboarding est super facile parce que tu valides un truc sur ton smartphone et ça y est, ça marche. Et tout à coup, mes deux plus grands enfants, qui ont 5 et 7 ans, peuvent avoir cinéma dans leur chambre. Loin, tu vois ce que je veux dire. Et avec un truc entièrement intégré où il n'y a pas de câble, machin, il n'y a pas de speaker, super. Rien. Play, plouf, clic, ça marche. Ah, super. Il s'appelle comment voilà. Je pense qu'il y aura des gens intéressés. Il s'appelle comment le truc ? Le projecteur, c'est le Xiaomi, je vais dire ça tout de suite, Smart, je cherche Smart Projector. Il a un autre nom en plus, mais je cherche Xiaomi Smart Projector, c'est le petit qui ressemble à un petit toaster, tout petit, et qui vaut, on le trouve à 500 euros, je crois. 500. Belle image, hein, je recommande vraiment, étonnant quoi. Avec en plus un truc autofocus où t'as rien, voilà, c'est plug and play total, assez impressionnant. Et alors d'un coup, le fait que t'aies un Android où tout à coup tu intègres à l'intérieur, j'arrive pas à installer Netflix, je sais pas pourquoi, mais par contre Disney+, ça a marché tout de suite. Oh, quel bonheur quoi. Je dis pas que je suis en train d'acheter la paix sociale chez moi avec du cinéma dans la chambre des enfants, mais je dis qu'il y a des soirs où ça fait plaisir quand même. C'est bien d'avoir un papa tech comme ça là. Ça fait une carotte. Tu vois, on va finir les cours à la maison. Ce soir, vous aurez peut-être le droit à un petit film dans votre chambre. Ah, très bien. Et je livre le popcorn, donc je suis vraiment un papa sympa. Google a également continué Google a continué à complètement rater sa communication à propos de Stadia en faisant une annonce qui a fait un petit peu plouf alors que c'était une énorme annonce pour ce service de streaming de jeux vidéo. C'est que le Stadia gratuit est désormais disponible pour tout le monde. Et en plus de ça, ils offrent 2 mois de la version Pro qui vous donne accès à des jeux inclus dans l'abonnement Pro. Donc tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une adresse Gmail et ensuite vous allez sur stadia.com et vous pouvez commencer à jouer aux jeux vidéo disponibles sur le service avec l'abonnement. En 2 secondes, vraiment, c'est incroyable comme service, sauf que, bon, il y a des petits soucis aussi, mais il faut avoir évidemment la connexion qui va bien en fibre ou en câble minimum, etc., etc. Sauf que ils l'ont annoncé genre un jeudi matin sans aucune fanfare, au lieu de donner la date une semaine à l'avance pour que les gens se préparent, qu'il y ait un petit peu de hype qui continue, etc. Rien du tout, genre ah ouais ça y est c'est dispo. Et pour réactiver mon abonnement, j'ai cherché pendant, je plaisante pas, peut-être une demi-heure.
dans les Je savais que c'était la vengeance de Patrick Béja, ça. Ça marche pour tous les gens qui n'ont pas payé, sauf pour moi qui a payé. Oui, et finalement, en fait, ça marche aussi pour moi qui ai payé, mais c'était tellement pas clair dans leur communication, on avait l'impression que les gens qui avaient payé et qui s'étaient désabonnés, n'avaient pas les mois gratuits, parce qu'ils l'avaient très mal dit. En fait, oui, c'est possible aussi, mais il faut se réabonner. Pour se réabonner, on se dit, c'est dans les paramètres du compte. Non, c'est dans les paramètres du compte Google. Non, en fait, il faut aller sur un jeu, essayer de jouer, et quand on veut lancer le jeu, il nous dit est-ce que vous voulez vous réabonner ? Et là, vous pouvez vous réabonner, et en fait, le premier débit est au mois de juin, et donc on est réabonné. Mais je pensais que ça allait pas bien, c'est-à-dire, je pense que le service est bon, est une bonne idée, et que la technologie est très bonne, mais j'ai rarement vu un service aussi mal géré de ma vie, quoi. Un produit aussi mal géré, on en compte sur les doigts d'une main. Il y a la Xbox One à son lancement, le jeu Anthem l'année dernière, ou il y a 2 ans, et Stadia. C'est incroyable. Bref. Quoi d'autre ? Tiens, puisqu'on parle de Patrick, Google... pas content, lui, toujours faire ainsi. On continue à avoir des problèmes avec Google et la presse. Vous vous souvenez que désormais, Google doit rémunérer la presse pour les liens qu'ils affichent dans leur service de news, Google News. Et la loi dit qu'ils doivent rémunérer la presse s'ils utilisent un court extrait de l'article ou des images. Alors, ce que Google a fait, c'est on retire le court extrait, on met juste le titre et on retire les images. Eh bien non, Google est encore sommé de négocier avec la presse pour les rémunérer justement, ce qui est une situation à mon sens totalement ubuesque, puisque Google se conforme à la loi, d'après ce que je comprends, c'est qu'ils mettent simplement le lien dans Google News avec les partenaires qui n'ont pas accepté de leur donner plus, mais ils mettent simplement le lien, et malgré ça, ils sont encore une fois, c'est l'autorité de la concurrence qui a enjoint Google à négocier avec les médias, mais pour faire quoi en fait ? Est-ce qu'ils sont... peut-être que Google va simplement décider de ne plus afficher les liens des médias qui ne leur ont pas donné l'accord, ce qui n'est pas souhaitable non plus, parce que ces médias tirent entre 60 et 90% de leur trafic de Google. Donc, on est encore dans une situation compliquée. Moi, je ne pensais pas que ça irait si loin. Je pensais que, il y a une loi qui a été faite, Google se met en conformité avec la loi et n'affiche pas d'extrait de l'article, n'affiche pas de photo de l'article, ok, c'est terminé, l'affaire est classée. Non, on demande encore à Google de négocier. Mais de négocier quoi ? Je comprends pas. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer là-dessus, vous, mais je suis un petit peu surpris, on va dire. On va dire que j'ai pas d'opinion. D'accord. Mais disons que c'est difficile d'écrire dans la loi que Google est forcé de publier des liens et forcé de les payer en même temps. C'est ça. C'est pour ça que la solution, ça pourrait être de ne plus publier les liens. Voilà. C'est de mémoire ce qu'ils avaient fait en Espagne ou en Belgique. Je crois en Espagne et en Allemagne. Enfin, il y a 2 pays où ils l'ont fait, oui, effectivement. Et je crois que depuis, ils ont trouvé des accords locaux. Voilà, exactement. Mais en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les médias sont gênés que le lien aille directement sur l'article ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour que ça passe par l'accueil du média et ensuite que la personne clique sur le lien pour avoir l'article ? Ah non, c'est un problème. La peur là-dessus, je peux vous informer. La peur, évidemment, c'est que tout à coup, Google News soit juste une destination où tu vas lire les news et où tout à coup tu n'as plus besoin d'aller sur les médias à la source, tu vois ce que je veux dire, ou un peu comme une revue de presse où tu dis voilà, j'ai vu, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller sur Le Monde, Le Parisien, L'Équipe et le reste. Voilà, ça c'est la peur, mais c'est un vieux débat, c'est pour ça aussi que la lassitude s'installe, mais il faudra y trouver des solutions d'une manière ou d'une autre. Mais évidemment, tu peux pas, je pense, forcer Google à publier des liens si tu le forces à le payer en même temps. Voilà, et c'est d'ailleurs ce que constate la loi. Ça va disparaître en fait. L'onglet news avec en tout cas en France, ça va disparaître. Quand je vois l'utilisation de Google News, c'est généralement pour chercher les news en lien avec tel sujet. Et si tu fais la démarche de faire cette recherche, c'est que tu es intéressé par le lien que Google News
t'indiquer. Donc, tu vas forcément cliquer pour voir l'article Bon, ou avoir plus d'informations. Donc, disons que Google News devient aussi une destination dans la pratique et il y a des gens qui vont sur Google News pour voir ce qui se passe. Et effectivement, quand tu n'as pas... dans certains cas, c'est tout à fait vrai. Dans certains cas, tu as lu les 3 premières lignes. Bon, tu as vu de quoi il s'agissait. Tu vas pas cliquer sur l'article. C'est vrai. Mais... dans beaucoup de cas, puisque genre 60 à 90% de leur trafic vient de Google, c'est bien qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui cliquent aussi et qui trouvent le contenu de cette manière. Donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Bon. Et puis il y a aussi un gros élément de Google gagne de l'argent sur les services qu'il propose basé sur notre contenu, le contenu étant celui des journaux et magazines en ligne, et donc nous devrions avoir une partie des revenus de Google. Sauf que bon, ça c'est un autre grand débat, mais Google ne fait pas d'argent sur le produit news, donc ça serait parce qu'on est dans l'écosystème Google, ça devient très très compliqué. Et puis surtout, encore une fois, je ne sais pas ce qu'on peut exiger, admettons même que ça soit le cas. Google ne met... Encore une fois, si j'ai bien compris la mesure qu'ils avaient pris, ils mettent que le titre du truc et ils n'ont pas mis un gros extrait, ils ne mettent pas l'extrait qui les qualifierait comme nécessitant le paiement. Enfin bon, bref, on tourne en rond. Je voudrais remercier Shifumi Whiting qui a mis un commentaire sur la dernière émission qui nous dit « Merci pour vos rendez-vous, toujours très instructifs. Cependant, si je peux me permettre, pourquoi promouvoir des services payants comme Teams pour les entreprises ?» On parlait de Zoom et d'une alternative au service qui est un petit peu, disons, lâche sur la sécurité. Il dit « Depuis quand payer signifie une sécurité accrue ?» Faudrait-il changer les systèmes d'exploitation Unix-like de 67% de tous les serveurs mondiaux? Alors là, on reconnaît bien le militant open source qui... Ça sent le barbu. Ça sent le barbu, on est d'accord. Ce que je lui ai gentiment fait remarquer, et puis on a eu une conversation sympathique ensuite. Mais l'important, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que derrière sa barbe, il avait quand même une recommandation intéressante, c'est le projet Jitsi, que je ne connaissais pas, Jitsi, qui est un système de téléconférence gratuit et open source, et qui a l'air de fonctionner pas mal. Je l'ai testé un petit peu tout seul, hein, mais je m'attendais, moi, à un truc mal foutu, vous savez, les trucs open source. Moi, j'ai encore l'image de OpenOffice, vous savez, les trucs qui sont restés à Excel 97, mais je vais encore me faire des amis sur cette remarque. Mais non, c'est très bien LibreOffice. J'essaie de me désolidariser. Oui, non, mais c'est très bien LibreOffice. C'est très bien OpenOffice. LibreOffice, c'est super. Tout à fait. C'est très bien LibreOffice. Oui, complètement. C'était une plaisanterie, je ne le pense pas du tout. Google Docs aussi, c'est super. Hein, mais Jitsi, en fait, c'est pas mal du tout, Jitsi. Et en plus, on peut installer le serveur soi-même si on veut héberger son propre truc. Alors, c'est pas une solution qui convient à toutes les structures, mais certains pourront être intéressés par ce système parce que du coup, on ne dépend que de nous. Alors ensuite, le problème, c'est peut-être un petit peu la bande passante, mais si c'est des grosses sociétés, ça devrait le faire. Donc, et puis bon, de toute façon, quand on fait de la visioconférence, la bande passante est sur nos réseaux à nous, quoi qu'il arrive. Donc, Jitsi a investigué si vous êtes intéressé par ce type de service. Une petite remarque comme ça pour conclure avec le sourire. Il y a beaucoup d'infrastructures un petit peu anciennes informatiques qui sont mises à mal par le confinement parce qu'elles sont beaucoup plus utilisées qu'avant et beaucoup d'entre elles ont plus de 50 ans et sont basées sur du COBOL qui est un langage de programmation qui a disparu depuis un moment. Et non seulement le langage de programmation a disparu, c'est un problème qu'on connaissait déjà il y a quelques temps mais qui est largement exacerbé par la pandémie. Non seulement il a disparu, mais il reste très peu de programmeurs qui connaissent le COBOL et qui sont capables de lire et de corriger le code source quand il y a des problèmes. Du coup, il y a des vrais chasse à l'homme de programmeurs et de programmatrices qui puissent programmer en COBOL. D'ailleurs, IBM a mis en ligne un cours de COBOL gratuitement, justement, parce qu'on a besoin de gens qui savent programmer en COBOL. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis. J'ai trouvé ça à la fois amusant et, comment dire, je trouve ça cool qu'on ait besoin de ces vieux langages dont que je
pardon, que je connaissais à l'époque quand j'étais encore jeune. Bon, évidemment, c'est pas marrant quand c'est un système qui se casse la gueule parce qu'on n'a pas de quoi le réparer, mais c'est intéressant comme réalisation, je trouve. Si vous pouvez programmer en COBOL, vous pouvez vous pouvez trouver du boulot. Un fric fou là. Ouais. Le COBOL, c'est ton truc, Gia? Toi, tu es à fond sur le COBOL? Oh là là, le COBOL, non, j'ai pas de bol. Non, en programmation, je me suis pas trop lancée dans ce genre de truc. Mais bon, c'est un projet de vie. Tu vois, un jour, je saurais programmer, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Un jour, si vous cherchez des projets à faire, vous pouvez aller vous former au COBOL. Vous aurez du boulot pendant un bon moment, je pense encore. Bon, écoutez, ça va être tout pour cet épisode. On va se quitter là et je vais évidemment vous remercier de votre participation. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur Internet? On va commencer peut-être par Cédric. On parlait de ton podcast. Tu peux en rappeler le nom peut-être? Oui, ça s'appelle On déconfine l'info. C'est sur au moins Apple Podcast, Spotify et Deezer. Il y a un lien RSS aussi quelque part que vous pouvez aller trouver. Sinon, vous allez sur lci.fr, rubrique podcast, et vous trouverez tous les liens. Et puis sinon, le reste du temps, @Cédric sur Twitter. Magnifique. Gia, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? On me retrouve sur YouTube, donc sur ma chaîne qui s'appelle Gia, donc GIA, donc Phototech. Alors photo, plus loin, tech, de la tech, et jeux vidéo. Donc je parle de tous ces thèmes, mais toujours de façon simplifiée pour que tout le monde puisse comprendre. Et donc à l'heure actuelle, je parle forcément beaucoup des consoles de nouvelle génération qui vont arriver, donc la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Et j'aborde aussi des thèmes de la tech en général. Pas forcément des tests. Pour l'instant, je ne fais pas trop des tests de téléphone ou ce genre de choses, mais j'aimerais bien en fait que plus de monde puisse connaître les technologies. Donc là, j'ai abordé l'impression 3D il n'y a pas longtemps, et j'aimerais bien, par exemple, aborder l'aptique ou les véhicules autonomes ou ce genre de sujets, ou les écrans, par exemple. J'ai fait une série sur les écrans, sur les types d'écrans. C'est des sujets qui ne sont pas forcément centrés sur un produit ou une marque, mais sur des technologies qui vont potentiellement nous marquer ou nous apporter des choses dans notre quotidien. Voilà, mais expliquer simplement. Évidemment. Le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Comme ça, vous pourrez retrouver la chaîne YouTube également. Et c'est vrai que l'impression 3D, par exemple, c'est vrai qu'on commence à entendre beaucoup de gens qui pensent que, même si ça a été un petit peu hésitant et ça a pris un moment, là, avec cette crise, on se rend compte qu'il peut être vraiment utile et important de réaliser ces fantasmes de l'impression 3D, d'imprimer des pièces détachées à loisir pour pas avoir à dépendre de grosses chaînes de production parfois à l'extérieur, et puis la possibilité d'être plus autonome à différents niveaux pourrait être facilitée par l'impression 3D. C'est un des sujets sur lequel il peut être intéressant d'en apprendre plus, donc à explorer. Ouais, pardon. Non, ça veut dire que l'impression 3D, nous on voit l'imprimante, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut concevoir l'impression 3D, et donc d'avoir plus de monde qui se mettent au façonnage de modèles 3D de chez soi. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont possibles. Et donc ça ouvre des portes, pas seulement pour imprimer des petites figurines ou pour imprimer des petites pièces, mais ça ouvre de nouveaux horizons en fait au grand public. C'est une technologie qui est très très importante, et il y a le coup de projecteur à l'heure actuelle sur ça par rapport à ce qui se passe. Ouais. Tout à fait, ouais. Super, merci beaucoup Gia, merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez voir comment le temps passe du beau temps à il neige encore, hein. Je suis horrifié. Je pensais pas que ça allait être bon. On est le 14 avril et la neige tombe, mais vraiment quoi. On a de la neige. Enfin bon, mon fils est content, au moins il sort à la fenêtre et il fait neige. Ok, super. Bref, donc vous pouvez voir ça sur mes stories Instagram, NotePatrick. Vous pouvez également venir commenter sur frenchspin.fr, et si vous voulez soutenir l'émission, c'est patreon.com/rdvtech, avec tout plein de bonus, comme par exemple la newsletter et plein d'autres choses. Donc vous pouvez contribuer financièrement à l'émission sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et ça prend 2 minutes montre en main chrono.
Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans une petite semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous.